Laissons-nous doucement glisser dans le monde de la philosophie, comme dans un courant doux et tiède qui vient étreindre nos pensées et leur permet de flotter librement. Notre périple d'aujourd'hui nous mènera aux sources de l'une des idées les plus profondes du monde antique, l'idée d'anamnèse. Ce mot, aux consonances mystérieuses et énigmatiques, recèle en lui la clé pour comprendre comment nous acquérons la connaissance, qui nous sommes véritablement, et quelle est notre place au sein de l'univers infini. Préparez-vous à une immersion paisible, car nous allons lentement dévoiler ses significations, comme si nous déroulions un parchemin ancien et précieux. Imaginez la Grèce antique, une époque où les mots possédaient un poids particulier, où leurs racines plongeaient profondément dans le terreau fertile des mythes, de la poésie et de la vie quotidienne. C'est de ce sol que provient le terme d'anamnèse. Ce mot n'est pas un simple terme savant, il respire l'histoire et la sagesse. Si nous le décomposons, nous y découvrons le préfixe ana, qui signifie de nouveau, en arrière, vers le haut, et la racine mnésis, issue du verbe mimnesko, qui veut dire se souvenir, se remémorer. Ainsi, littéralement, l'anamnèse est une remémoration, une récupération dans la mémoire ou un ressouvenir. Il ne s'agit pas simplement de se rappeler une date ou un nom oublié. C'est une expérience bien plus profonde, une chose qui touche à l'essence même de notre être. Mais avant de nous abîmer dans les profondeurs de la philosophie platonicienne, où l'anamnèse trouvera son expression la plus achevée, jetons un regard sur la période qui précède Platon. À cette époque, la pensée philosophique commençait à peine à prendre forme, s'éloignant de la vision mythologique du monde pour chercher des explications rationnelles à l'univers. Bien que le terme « anamnèse », dans le sens que lui donnera Platon, n'était pas encore clairement formulé, l'idée de la réminiscence, comme source de savoir, résonnait déjà au sein de certaines écoles philosophiques. L'un des courants les plus influents qui ont pavé la voie à la compréhension de l'anamnèse fut celui des pythagoriciens. Il ne s'agissait pas d'une simple école de philosophes, mais d'une véritable confrérie qui alliait les mathématiques, la musique, l'astronomie et des enseignements mystiques. Pour les pythagoriciens, le monde était imprégné de l'harmonie des nombres et ils croyaient que l'âme humaine était immortelle, traversant d'innombrables réincarnations. Dans ce contexte, la connaissance n'était pas perçue comme quelque chose que l'on acquiert de l'extérieur, par l'expérience des sens. Au contraire, elle était considérée comme une restauration de ce que l'âme avait déjà connu dans ses existences antérieures, ou même avant son incarnation. Les pythagoriciens accordaient une immense importance à la musique qui, selon eux, possédait la capacité d'harmoniser l'âme et de l'amener à la compréhension de l'ordre cosmique. Peut-être était-ce précisément à travers la musique, par sa structure mathématique et son impact émotionnel, que l'âme pouvait se ressouvenir de sa nature véritable et des vérités universelles. Ils croyaient que certains états de conscience, provoqués par la méditation ou des rituels, pouvaient aider l'âme à récupérer le savoir perdu. C'était là une préfiguration de l'idée que la connaissance profonde et véritable se trouve déjà à l'intérieur de nous, n'attendant que son éveil. Les mystères orphiques constituèrent une autre source importante pour Platon. L'orphisme était un mouvement religieux et philosophique qui croyait également en l'immortalité de l'âme, en sa transmigration et en la possibilité de sa purification. Dans l'orphisme, l'âme était perçue comme étant d'origine divine, mais emprisonnée dans le corps, comme dans un cachot. Le but des rites et des pratiques orphiques était de libérer l'âme de cet emprisonnement et de la faire retourner à sa condition divine. Dans ce contexte, le savoir et la vérité n'étaient pas une simple compréhension intellectuelle, mais plutôt un éveil spirituel, permettant à l'âme de se remémorer son origine divine et son unité avec le monde. Bien que cette compréhension fût plus mystique que rationnelle, elle contenait néanmoins le germe de l'idée que la vérité est quelque chose d'intérieur, qui se révèle à travers certains processus ou états. Ainsi, avant Platon, l'idée d'une réminiscence du savoir flottait déjà dans l'air de la pensée grecque antique, bien que sous une forme moins systématisée.
Les pythagoriciens et les orphiques avaient posé les fondations sur lesquelles Platon allait plus tard ériger son grandiose édifice philosophique. Ils avaient présenté l'âme comme étant bien plus qu'une simple fonction du corps et avaient suggéré que la connaissance n'est pas uniquement le fruit de l'expérience extérieure. Cela a préparé le terrain pour une réflexion plus profonde sur la nature du savoir et sur la nature de l'âme elle-même. Nous pouvons également trouver un écho de cette idée chez les premiers poètes grecs, tels qu'Hésiode et Homère, où est mentionnée la muse de la mémoire, Mnémosyne. Mnémosyne était la déesse de la mémoire, mère des 9 muses, protectrice des arts et des sciences. Dans ce cadre, la mémoire n'était pas une simple faculté personnelle de se souvenir du passé, elle était la source même de l'inspiration, de la sagesse et du savoir. Le poète, en s'adressant aux muses, ne demandait pas simplement de l'aide pour relater des événements. Il demandait de lui remémorer les vérités qui existaient au-delà de son expérience personnelle, des vérités qui faisaient partie d'une mémoire collective, voire d'un savoir divin. Cela conférait à la mémoire une dimension presque mystique, transcendante. Dans le langage courant des Grecs anciens, le mot mnésis, mémoire, souvenir, était utilisé pour désigner la capacité de reproduire des événements passés ou des connaissances acquises. Cependant, Platon, en empruntant ce mot, l'a imprégné d'une signification philosophique entièrement nouvelle et profonde. Il l'a élevé au-delà du simple souvenir d'une vie passée ou d'une expérience acquise pour le transformer en un concept épistémologique et métaphysique. Par conséquent, lorsque nous parlons d'anamnèse, nous ne méditons pas simplement sur un terme philosophique. Nous nous plongeons dans une sagesse ancienne qui nous murmure le lien profond qui unit l'âme, la connaissance et l'être lui-même. Platon saisira ces fils épars, les idées sur l'immortalité de l'âme, sur le savoir intérieur, sur l'existence de vérités indépendantes du monde sensible, pour en tisser la toile unique et brillante de sa théorie de l'anamnèse. Cette toile deviendra l'un des éléments centraux de son système philosophique grandiose, nous permettant de comprendre comment nous semblons apprendre ce que personne ne nous a jamais enseigné, et comment, dans chaque âme, telle une bibliothèque antique, reposent déjà toutes les vérités, qui n'attendent que leur éveil. Voilà donc le premier pas de notre voyage philosophique, celui qui nous conduit vers la compréhension des mystères du savoir. Maintenant que nous avons effleuré les racines de l'anamnèse et ses anciens précurseurs, permettez-nous de glisser doucement vers le cœur de la philosophie de Platon, le penseur qui a conféré à cette idée sa signification profonde et fondamentale. Imaginez que nous pénétrons dans un temple de la pensée, à la fois majestueux et serein, où chaque colonne soutient une voûte immense, symbolisant la complétude de sa vision du monde. Pour comprendre pourquoi Platon considérait la réminiscence comme la clé de la connaissance, il nous faut d'abord saisir les 3 piliers de sa philosophie, sa théorie des idées, sa conception de la nature de l'âme et la distinction qu'il opère entre la connaissance véritable et la simple opinion. Commençons par la contribution la plus grandiose et la plus originale de Platon, sa théorie des idées, ou comme on l'appelle aussi, la théorie des formes. Imaginez un instant que notre monde visible, le monde que nous percevons par nos sens, n'est qu'un simple reflet, une ombre projetée sur la paroi d'une caverne. Au-delà de cette caverne, dans l'éclatante lumière d'un soleil véritable, existe un autre monde, le monde des idées. Il ne s'agit pas d'une dimension lointaine et mystique, mais bien plutôt de la réalité qui sous-tend tout ce que nous voyons et ressentons. Dans ce monde des idées résident les idées, ou formes, parfaites, éternelles et immuables. Ce ne sont pas de simples concepts abstraits dans notre esprit. Platon les considérait comme des essences réelles, objectives, qui servent de modèle ou d'archétype à tout ce qui existe dans le monde sensible. Par exemple, lorsque nous voyons une multitude de belles choses, une fleur, un coucher de soleil, une œuvre d'art, qu'est-ce qui les rend toutes belles? Selon Platon, elles sont belles, parce qu'elles participent à l'idée de la beauté. Cette idée de la beauté existe en soi, elle est parfaite, immuable, éternelle, et elle est la source de toute beauté dans le monde.
De la même manière, lorsque nous parlons de justice, il existe une idée parfaite de la justice, qui est l'idéal pour toutes les actions et lois justes. Et au-dessus de tout cela, tel le soleil suprême qui illumine toute chose et confère l'être à tout ce qui est, règne l'idée du bien. Elle est la source de la vérité, de la beauté et de l'existence pour toutes les autres idées. Quelles sont donc les caractéristiques essentielles de ces idées? Éternelles et immuables. Contrairement aux choses du monde sensible, qui naissent, changent et périssent, les idées existent hors du temps et ne sont sujettes à aucune modification. L'idée du cercle sera toujours un cercle parfait, peu importe la manière dont nous traçons des cercles sur le papier. Parfaite. Les idées sont les modèles parfaits de leur contrepartie dans le monde sensible. N'importe quel arbre physique n'est qu'un reflet imparfait de l'idée parfaite de l'arbre. Aspatial, les idées n'existent pas dans l'espace. Elles n'ont aucune localisation physique. Objective, les idées existent indépendamment de nos pensées à leur sujet. Elles ne sont pas des constructions subjectives de notre esprit. Original paradigme, elles sont les archétypes primordiaux, et les choses du monde sensible sont leurs copies ou leurs reflets. Et le point le plus crucial pour notre conversation, Platon affirmait que ces idées sont les véritables objets de la connaissance. Nous ne pouvons obtenir une connaissance véritable des choses changeantes du monde sensible, car elles sont en perpétuel devenir. La connaissance authentique n'est possible que lorsque nous tournons notre esprit vers ce qui est éternel et immuable, vers les idées. Elles sont le phare qui nous guide à travers le brouillard de la perception sensible, vers la clarté de la vérité. Après le monde des idées, le second pilier qui soutient la théorie de l'anamnèse est la conception platonicienne de l'âme. Pour Platon, l'âme n'est pas simplement un souffle ou une force vitale, elle est quelque chose de bien plus grandiose, de bien plus complexe. Platon considérait l'âme comme étant immortelle, préexistante et distincte du corps. Imaginez l'âme comme une voyageuse céleste, ayant existé bien avant de se retrouver emprisonnée dans un corps humain. Avant son incarnation, l'âme séjournait dans ce monde des idées. Telle une spectatrice parfaite, elle avait la capacité de contempler directement ces idées éternelles et parfaites. L'idée de la beauté, l'idée de la justice, l'idée du bien, et une myriade d'autres. C'était sa demeure originelle, son véritable état d'être. Elle absorbait cette connaissance comme une éponge absorbe l'eau, non pas par la perception sensorielle, mais par une saisie intellectuelle directe. Cependant, lorsque l'âme s'incarne dans un corps, cette expérience de la contemplation directe des idées sombre dans l'oubli. Le corps, avec ses besoins et ses perceptions sensorielles, agit comme une sorte d'écran, un voile qui sépare l'âme de son savoir originel. C'est comme un réveil soudain dans un lieu inconnu après un long sommeil, lorsque les souvenirs de l'endroit où l'on se trouvait s'estompent ou disparaissent complètement. Platon comparait souvent le corps à une prison pour l'âme, et le monde sensible à une réalité illusoire qui détourne l'âme de sa véritable vocation. Mais pourquoi la nature de l'âme lui permet-elle de saisir les idées, contrairement au corps? Platon soutenait que l'âme, de par sa nature, est apparentée aux idées. Elle fait partie du même royaume divin et immatériel. Le corps, en revanche, étant matériel, changeant et imparfait, ne peut saisir les idées immatérielles et parfaites. Le corps ne perçoit que des ombres, des reflets, tandis que l'âme, grâce à son essence immatérielle et à son expérience préexistante, est le seul instrument capable de percevoir les formes véritables de l'être. C'est précisément cette nature préexistante de l'âme, sa contemplation des idées avant l'incarnation, qui est l'élément clé expliquant le mécanisme de l'anamnèse. La connaissance ne nous vient pas de l'extérieur. Elle est déjà en nous, tel un trésor ancien qui attend d'être exhumé. L'âme, tel un coffre autrefois scellé, contient en elle toute la connaissance des idées. Le processus d'apprentissage, selon Platon, ne consiste pas à introduire de nouvelles connaissances dans l'âme, mais à éveiller le savoir qu'elle possède déjà. C'est comme sortir d'un rêve, lorsque les souvenirs qui semblaient perdus reviennent peu à peu à la surface.
Ainsi, l'âme n'est pas seulement un principe intelligent, mais aussi la porteuse de vérités éternelles. Son immortalité et sa nature préexistante sont la condition nécessaire pour que nous puissions avoir accès aux vérités universelles, qui ne peuvent être tirées du monde sensible et changeant. Elle est ce qui nous relie au monde des idées, le pont par lequel nous pouvons retourner à la connaissance véritable. Le troisième aspect fondamental de la philosophie de Platon, sans lequel il est impossible de comprendre la portée de l'anamnèse, est sa distinction nette entre la connaissance et l'opinion. Cette distinction est d'une importance critique, car elle explique pourquoi Platon rejetait l'expérience sensible comme source de la connaissance véritable et pourquoi il cherchait une autre voie vers la vérité. Imaginez deux personnes. L'une regarde un reflet dans une flaque d'eau et l'autre contemple directement le soleil. Celui qui regarde la flaque ne voit qu'une image changeante et déformée. Sa connaissance du soleil sera imprécise et peu fiable. Celui qui regarde directement le soleil, bien sûr dans un sens allégorique, pour ne pas se blesser les yeux, en saisit la nature véritable. Pour Platon, l'expérience sensible est comme le regard porté sur le reflet dans la flaque. Nos sens, la vue, l'ouïe, le toucher, etc., nous fournissent des informations sur le monde physique. Ce monde est en perpétuel changement, inconstant et imparfait. Les choses y apparaissent et disparaissent, modifient leurs propriétés. Par exemple, une même chose peut paraître belle à une personne et laide à une autre, chaude à un instant et froide l'instant d'après. En raison de cette nature changeante et relative, Platon soutenait que l'expérience sensorielle ne peut conduire qu'à l'opinion. L'opinion, la doxa, est notre appréhension du monde fondée sur la perception. Elle peut être juste ou fausse, mais elle est toujours instable, subjective et sujette au changement. C'est comme croire en ce que l'on voit sur les parois de la caverne. On peut croire que ce sont des objets réels, mais ce n'est qu'une apparence, et non la vérité. L'opinion se fonde sur les impressions sensibles, et ne peut donc être la source d'une vérité absolue et universelle. C'est une croyance basée sur une impression personnelle, et non sur une compréhension profonde. À l'opposé, la connaissance véritable, l'épistémé, est un tout autre niveau de compréhension. Elle est stable, universelle, objective et immuable. Elle concerne ce qui est vrai, toujours et partout, indépendamment de nos perceptions personnelles. La connaissance véritable n'est possible que lorsque nous nous tournons vers ce qui est éternel et invariable, vers les idées. C'est comme savoir que 2 plus 2 est égal à 4, c'est une vérité qui ne dépend pas de qui fait le calcul, ni où, ni quand. Elle est universelle. Platon croyait que la connaissance véritable ne pouvait être acquise par l'observation du monde sensible, car ce monde n'est qu'un pâle reflet de la réalité authentique. Si nous aspirons à la connaissance véritable, nous devons nous détourner des phénomènes changeants et nous tourner vers les essences éternelles, les idées. Alors pourquoi l'expérience sensorielle ne mène-t-elle qu'à l'opinion, tandis que la connaissance véritable provient de la saisie des idées? Le changeant contre l'immuable, le monde sensible est en constante mutation, donc une connaissance fondée sur lui serait temporaire et instable. Les idées, elles, sont immuables, et la connaissance que l'on en a est donc stable. L'imperfection contre la perfection. Les objets sensibles sont des copies imparfaites. La connaissance que l'on en a est donc imparfaite. Les idées sont parfaites, et la connaissance que l'on en a est vraie et complète. La relativité contre l'objectivité. La perception des objets sensibles est souvent relative et subjective. Les idées, quant à elles, sont objectives et universelles. C'est précisément ici qu'entre en scène l'anamnèse. Si la connaissance véritable ne peut être obtenue du monde sensible, et si notre âme a déjà contemplé ces idées avant son incarnation, alors la seule voie vers la connaissance véritable est la réminiscence. L'apprentissage, l'investigation philosophique, la dialectique, tout cela ne consiste pas à apprendre quelque chose de nouveau, mais à se remémorer ce que l'âme sait déjà, mais qui fut oublié à travers le traumatisme de la naissance et de l'immersion dans le corps. C'est comme l'éveil d'un souvenir ancien,
profondément enfoui, mais toujours vivant dans les abîmes de la conscience. Ainsi, pour Platon, la connaissance véritable n'est pas une accumulation d'informations, mais l'éveil d'une lumière intérieure, le dévoilement d'une vérité préexistante. Sa philosophie crée un tableau cohérent, où le monde des idées, l'âme immortelle et la distinction entre connaissance et opinion sont intimement liés. Cette interconnexion fait de l'anamnèse non pas une simple hypothèse intéressante, mais le mécanisme central qui permet à l'être humain d'atteindre la connaissance véritable et, en fin de compte, une vie vertueuse. C'est une invitation à un voyage intérieur, à la recherche de la vérité non pas à l'extérieur mais au plus profond de soi, dans les espaces infinis de sa propre âme. Nous avons déjà entrevu le monde majestueux des idées platoniciennes, et saisi la nature singulière de l'âme. Le moment est maintenant venu de voir comment Platon tisse magistralement ses concepts pour former l'un de ses arguments les plus convaincants en faveur de l'anamnèse. Pour ce faire, nous entreprendrons un voyage vers l'un de ses dialogues les plus célèbres, le Ménon. C'est un dialogue où Platon n'expose pas simplement sa théorie, mais la met en scène, démontrant de manière tangible comment la vérité peut s'éveiller dans l'âme. Imaginez que nous sommes assis aux côtés de Socrate et de ses interlocuteurs, écoutant leurs conversations et observant leurs découvertes. Le dialogue du Ménon s'ouvre sur une question en apparence simple. La vertu peut-elle s'enseigner, ou s'acquiert-elle par la pratique? Ou nous est-elle donnée par nature, ou bien d'une autre manière? Cette question, portant sur la nature de la vertu, conduit rapidement à une interrogation plus fondamentale sur la nature de la connaissance en général. Mais non, un jeune aristocrate plein d'assurance pense connaître la réponse, mais Socrate, comme à son habitude, déconstruit magistralement ses illusions, lui montrant qu'en réalité Ménon ne comprend pas de quoi il parle. La conversation atteint une impasse lorsque Ménon formule le célèbre paradoxe de la recherche, ou paradoxe de Ménon. Il raisonne à peu près ainsi. Comment peux-tu chercher ce que tu ignores? Car si tu l'ignores, comment sauras-tu que tu l'as trouvé lorsque tu tomberas dessus? Et si tu le sais déjà, pourquoi le chercher? Ce paradoxe semble nier la possibilité même de l'apprentissage et de la recherche. Si nous ne savons pas ce que nous cherchons, nous ne pouvons pas le chercher. Si nous le savons déjà, la recherche est superflue. C'est comme tenter de trouver un objet dans une pièce obscure, sans savoir ce que l'on cherche, ou bien chercher ce que l'on tient déjà dans ses mains. Ce paradoxe de Ménon remet en question la nature même de la connaissance, et semble insurmontable. C'est précisément à cet instant, pour résoudre ce paradoxe et démontrer que l'apprentissage et la quête du savoir sont néanmoins possibles, que Socrate introduit le concept d'anamnèse, la réminiscence. Il affirme que l'âme possède déjà toute la connaissance, mais qu'elle l'a oubliée. Par conséquent, apprendre, ce n'est pas acquérir quelque chose de nouveau, mais simplement se remémorer ce qui existe déjà à l'intérieur de l'âme. Afin d'illustrer cette idée radicale, Socrate a recours à la célèbre expérience avec le jeune esclave. Imaginez la scène. Socrate demande à Ménon d'appeler l'un de ses esclaves. Un jeune garçon qui n'a jamais étudié la géométrie et qui, en apparence, n'a reçu aucune éducation formelle. Ce point est crucial. Platon choisit délibérément quelqu'un qui n'aurait pas pu obtenir cette connaissance par l'enseignement ou l'expérience. Socrate commence à poser au garçon des questions simples sur un carré. Il dessine un carré sur le sol et demande « Voici un carré de 2 pieds de côté. Quelle est sa surface ?» Le garçon, qui comprend les concepts de base, répond « 4 pieds carrés. » Socrate poursuit « Et si nous voulions obtenir un carré dont la surface serait le double, c'est-à-dire 8 pieds carrés ?» Le garçon, d'abord intuitivement, répond qu'il suffit de doubler le côté du carré, le porter à 4 pieds. Mais lorsque Socrate dessine un carré de 4 pieds de côté, il s'avère que sa surface est de 16 pieds carrés et non de 8. Cela démontre que le simple doublement du côté ne fonctionne pas. Le garçon comprend son erreur, ce qui constitue le premier pas vers la connaissance véritable, la prise de conscience de sa propre ignorance. Ensuite, Socrate continue de poser des questions.
sans jamais lui donner de réponse directe, mais en guidant simplement sa pensée. Il se met à dessiner une autre figure. Il dessine le premier carré, puis y ajoute 3 autres carrés identiques, formant un grand carré de 4 pieds de côté, qui, comme nous l'avons vu, a une surface de 16 pieds. Puis, Socrate demande au garçon de regarder les diagonales de ces 4 petits carrés. Lorsqu'il trace les diagonales à l'intérieur de chacun des 4 petits carrés, elles forment un nouveau carré, plus grand, au centre. Socrate interroge le garçon. « Que regardes-tu? Quel carré ces lignes forment-elles » Le garçon voit que c'est aussi un carré. « De quelle figure est-il composé » demande Socrate. Le garçon voit que le nouveau carré est composé de 4 triangles, qui sont les moitiés des 4 petits carrés. Chaque petit carré avait une surface de 4, donc sa moitié est 2. 4 de ces triangles donnent une surface de 8. Ainsi, par une série de questions directrices, Socrate ne donne pas au garçon un savoir tout fait, mais l'aide simplement à extraire de lui-même la vérité géométrique selon laquelle le carré construit sur la diagonale d'un autre carré aura une surface double. Le garçon, qui n'avait jamais étudié la géométrie, parvient à la compréhension d'un principe mathématique complexe. Il ne reçoit pas la connaissance de l'extérieur, mais semble la découvrir à l'intérieur de lui-même. Socrate souligne qu'il n'a fait que poser des questions, sans enseigner au garçon. Le garçon a trouvé la réponse par lui-même. C'est là le cœur de l'expérience avec le jeune esclave. Elle sert de démonstration tangible de l'anamnèse. Platon soutient que si le garçon, sans aucune éducation formelle, a pu découvrir par lui-même cette vérité, cela ne peut signifier qu'une chose. La connaissance était déjà en lui. Elle attendait simplement d'être éveillée. Cette connaissance n'était pas le résultat de l'expérience sensible. Il n'a pas vu de carré parfait, ni le fruit d'un enseignement. Personne ne le lui a appris. Elle était innée, une partie intégrante de son âme. Après la démonstration réussie avec le jeune esclave, Socrate revient au paradoxe de Ménon. Rappelons-le, comment peut-on chercher ce que l'on ignore, et pourquoi chercher ce que l'on sait déjà? Platon, par la bouche de Socrate, propose l'anamnèse comme la solution directe à cette aporie. Nous ne cherchons pas ce que nous ignorons complètement. Ceci réfute la première partie du paradoxe. Si nous ne savions absolument rien de l'objet de notre quête, nous ne pourrions effectivement pas le trouver, ni même comprendre que nous l'avons trouvé. Mais Platon soutient que nous ne sommes pas une table rase, tabula rasa, sur laquelle rien n'a été inscrit. Notre âme, étant immortelle et ayant préexisté à son incarnation, possède déjà la connaissance de toutes les idées, bien que ce savoir soit oublié. Par conséquent, lorsque nous cherchons la connaissance, nous ne cherchons pas en réalité quelque chose d'absolument inconnu. Nous cherchons ce qui est déjà dissimulé à l'intérieur de nous. Nous cherchons ce dont notre âme possède une notion vague et oubliée. C'est comme chercher une clé perdue chez soi. Nous savons qu'elle est quelque part, et nous la cherchons parce que nous savons qu'elle existe, même si nous ne nous souvenons plus de l'endroit précis où nous l'avons posée. Nous ne cherchons pas ce que nous savons déjà pleinement. Ceci réfute la seconde partie du paradoxe. Si nous possédions déjà pleinement et consciemment tout le savoir, la recherche serait en effet inutile. Mais bien que l'âme possède toute la connaissance des idées, ce savoir n'est ni conscient ni accessible pour elle dans son état incarné. Il est oublié, voilé. C'est pourquoi nous cherchons véritablement la connaissance. Mais cette quête n'est pas l'acquisition de quelque chose de nouveau, mais la remémoration de l'ancien, du préexistant. C'est comme démêler un écheveau de fils. Les fils sont déjà là, mais il faut les dénouer pour en voir la trame complète. Ainsi, l'anamnèse résout le paradoxe de Ménon, en affirmant que le processus d'apprentissage n'est ni l'assimilation de quelque chose de radicalement nouveau venu de l'extérieur, ni la recherche absurde de ce qui est déjà évident. C'est un processus de restauration du savoir déjà contenu dans l'âme. Socrate, dans le Ménon, dit que l'âme a tout appris, et que toute la nature est apparentée.
Cela signifie qu'en se remémorant une seule vérité, nous pouvons, par les liens de la logique, nous remémorer toutes les autres. L'expérience avec le jeune esclave est une illustration éclatante de cette idée. Le garçon n'a pas reçu d'informations de Socrate, il a seulement été guidé vers elle par des questions. Socrate agit en tant que sage-femme, c'est la maïeutique, aidant l'âme à enfanter la connaissance qui se trouve déjà en son sein. Ce savoir portant sur des vérités mathématiques, et donc universelles et immuables, ne pouvait être acquis par la voie empirique, puisque nous ne voyons jamais de carré parfait ou de triangle parfait dans le monde sensible. Il ne peut s'agir que du souvenir d'une forme idéale. Le dialogue du Ménon est une pierre angulaire pour la compréhension de l'anamnèse, car il ne se contente pas d'introduire le concept, mais il en propose également une preuve empirique, quoique philosophique, de l'existence. Il démontre que nous ne sommes pas de simples récepteurs passifs d'informations, mais des sujets actifs, capables de révéler l'immense potentiel de savoir qui réside déjà en nous. C'est une invitation à la connaissance de soi, à la quête de la vérité, non pas dans le monde extérieur mais dans les profondeurs de notre propre âme, ce sanctuaire infini des idées éternelles. Si dans le Ménon, Platon expose pour la première fois l'idée d'anamnèse à travers un exemple pratique avec le jeune esclave, dans le Phédon, il la déploie de manière bien plus ample, l'utilisant comme l'un des arguments centraux en faveur de l'immortalité de l'âme. Le Phédon est un dialogue qui dépeint les dernières heures de la vie de Socrate, ses conversations avec ses disciples avant son exécution. C'est un texte extraordinairement émouvant et profond, où les arguments philosophiques sur l'immortalité de l'âme s'entrelacent avec le thème de la mort et de l'existence dans l'au-delà. Dans cette atmosphère d'adieu et de méditation sur l'éternel, le concept d'anamnèse acquiert un poids particulier. Il devient non plus une simple explication de la manière dont nous acquérons le savoir, mais le fondement même de la foi, en l'indestructibilité de notre essence. Imaginez que vous vous tenez sur la rive d'un grand fleuve qui s'écoule à travers le temps. Vous voyez diverses choses apparaître et disparaître dans ces eaux, mais le fleuve lui-même demeure. De la même manière, dans le Phédon, Platon s'efforce de montrer que si le corps est mortel et corruptible, l'âme, semblable au fleuve, est éternelle, et poursuit son chemin. Au cœur de l'argument pour l'immortalité de l'âme dans le Phédon, se trouve la réflexion selon laquelle nous, les humains, possédons la capacité de saisir les idées éternelles et immuables, telles que l'idée du beau, l'idée de l'égal, l'idée du juste, l'idée du bien, etc. Platon soutient que ces idées ne peuvent être tirées du monde sensible, car dans le monde que nous percevons, il n'existe rien d'absolument égal, d'absolument beau ou d'absolument juste. Tout ce que nous voyons n'est qu'une copie imparfaite ou un reflet de ces idées. Examinons cela à travers l'exemple de l'idée de l'égal. Lorsque nous voyons deux objets apparemment identiques, par exemple, deux bâtons qui nous semblent égaux, nous pourrions penser que c'est là l'égalité. Mais Platon demande, existe-t-il dans le monde sensible deux bâtons absolument, parfaitement égaux? Même s'ils le paraissent à première vue, une mesure plus minutieuse révélera toujours une différence infime. De plus, ces bâtons peuvent être brisés, pourrir, brûler, c'est-à-dire qu'ils changent et disparaissent. Pourtant, nous comprenons l'idée même de l'égalité comme quelque chose de parfait, d'immuable et d'éternel. Nous savons ce que « être égal » signifie, même lorsque nous ne voyons aucun exemple parfait d'égalité dans le monde. D'où nous vient donc cette connaissance de l'égalité parfaite si nous ne l'avons jamais rencontrée dans le monde sensible? Platon affirme que nous n'avons pas pu acquérir ce savoir par l'expérience, car l'expérience sensible ne nous fournit que des exemples imparfaits. Par conséquent, ce savoir a dû être acquis avant notre naissance, lorsque notre âme se trouvait hors du corps, et avait la capacité de contempler directement ces idées parfaites. Voici la chaîne logique de l'argument de Platon. Nous possédons la connaissance d'idées absolues et parfaites, telles que le beau en soi, l'égal en soi, le bien en soi. Ces idées n'existent pas sous une forme parfaite dans le monde sensible,
Tout ce que nous voyons n'est qu'un reflet imparfait de ces idées. Aucun objet sensible n'est parfaitement circulaire, parfaitement juste, etc. Par conséquent, nous n'avons pas pu obtenir cette connaissance de l'expérience sensible. Notre expérience ne nous montre que les copies et non les originaux. Donc, nous avons dû acquérir cette connaissance avant notre naissance, avant que notre âme ne s'incarne dans un corps. Elle séjournait dans le monde des idées et les contemplait directement. L'acquisition de cette connaissance avant la naissance signifie que l'âme existait avant la naissance du corps. Cela prouve la préexistence de l'âme. Et si l'âme a préexisté et que la connaissance des idées est éternelle, alors l'âme, en tant que porteuse de ce savoir, doit être elle-même immortelle. Elle est apparentée aux idées qui sont éternelles, et est donc elle-même éternelle. C'est ainsi que l'anamnèse devient non seulement une explication du processus de connaissance, mais aussi une preuve clé de l'immortalité de l'âme. Si nous nous remémorons un savoir, cela signifie que nous le possédions déjà. Et si nous le possédions avant notre naissance, notre âme devait exister avant de s'unir au corps. Et si elle avait accès aux idées éternelles, elle est elle-même éternelle, non soumise à la mort. Platon souligne ici que l'âme, contrairement au corps, est de nature immuable, à l'instar des idées, et ne peut donc être détruite. Poursuivant sa réflexion, Platon explique dans le Phédon comment se déroule précisément le processus de reconnaissance des copies terrestres imparfaites à travers la réminiscence des idées parfaites. C'est semblable à la situation où vous voyez le portrait de quelqu'un et comprenez que c'est un portrait, même s'il n'est pas une copie parfaite de l'original. Vous pouvez évaluer à quel point il est bien ou mal fait, uniquement parce que vous avez déjà une idée de l'original, la personne qu'il représente. Platon soutient que lorsque nous sommes confrontés aux objets du monde sensible, qui ne sont que des reflets imparfaits des idées, notre âme, en voyant ces copies imparfaites, est sollicitée par le souvenir des originaux parfaits. Par exemple, nous voyons de nombreuses belles choses, une belle fleur, une belle statue, une belle personne. Aucune d'entre elles n'est la beauté absolue. Mais nous pouvons les reconnaître comme belles, parce qu'elles éveillent dans notre âme le souvenir de l'idée parfaite de la beauté, que notre âme a contemplée avant l'incarnation. C'est comme écouter une musique qui n'est pas parfaite, mais belle. Elle nous rappelle l'idée de l'harmonie parfaite. Nous voyons de nombreux objets apparemment égaux, deux planches égales, deux poids égaux. Mais nous savons qu'ils ne sont pas idéalement égaux, et nous pouvons les comparer à l'idéal de l'égalité qui est conservé dans notre âme. C'est comme voir un cercle imparfait, tout en comprenant qu'il tend vers l'idée parfaite du cercle. Nous voyons des actes, justes ou injustes. Nous pouvons les évaluer parce qu'il existe dans notre âme une empreinte de l'idée de la justice. Ainsi, les objets sensibles agissent comme des catalyseurs pour la réminiscence. Ils ne sont pas la source du savoir, mais ils contribuent à son éveil. C'est un peu comme un stimulus extérieur. Une odeur, un son, une image peut soudainement faire ressurgir un souvenir longtemps oublié. L'âme, en rencontrant les copies imparfaites, semble se souvenir ou reconnaître leur prototype parfait, conservé dans ses profondeurs. Ce processus se déroule à un niveau inconscient pour la plupart des gens. Nous ne réalisons pas toujours que nos jugements sur la beauté ou l'égalité sont fondés sur la réminiscence des idées. Cependant, selon Platon, c'est grâce à cette réminiscence inconsciente et intuitive que nous sommes capables de nous orienter dans le monde, de reconnaître les formes, de porter des jugements et d'aspirer à la perfection. Le philosophe, en utilisant la dialectique, la méthode des questions et des réponses, comme le faisait Socrate, peut aider l'âme à accomplir cette remémoration de manière plus consciente et délibérée. En somme, dans le Phédon, Platon non seulement confirme et élargit le concept d'anamnèse, mais il l'utilise aussi comme un argument puissant en faveur de l'immortalité de l'âme. Cela transforme l'anamnèse d'un mécanisme épistémologique, comme nous connaissons, en une vérité métaphysique, qui nous sommes. L'âme, capable de se remémorer les idées éternelles, doit être elle-même éternelle.
Elle n'est pas un simple produit du corps, mais une essence qui a existé avant la naissance et qui continuera d'exister après la mort. Cette idée offre un réconfort à ceux qui craignent la mort, en affirmant que la mort du corps n'est pas une fin, mais seulement la libération de l'âme de sa prison temporelle, lui permettant de retourner à sa véritable demeure éternelle, le monde des idées, où elle pourra de nouveau contempler la vérité dans toute sa pureté. Cette réflexion irradie le dialogue du Phédon d'une lumière d'espérance et de foi, en l'infinité de l'esprit humain. Après les profondes méditations sur l'immortalité de l'âme dans le Phédon, nous nous tournons vers le Phèdre, un texte qui compte parmi les plus poétiques et imagés de tout le corpus platonicien. Ici, l'idée d'anamnèse se déploie à travers le mythe éclatant de l'Orige et acquiert une nouvelle dimension dynamique grâce à la discussion du rôle de l'amour érotique, héros, comme puissant catalyseur de la réminiscence. Imaginez, non pas un dialogue serein dans une prison, mais une promenade le long d'un fleuve, à l'ombre d'un platane, où la beauté de la nature inspire des pensées élevées sur la beauté de l'âme et des idées. Dans le Phèdre, Platon utilise le mythe magnifique et complexe de l'Orige pour expliquer la nature de l'âme et son lien avec le monde des idées avant son incarnation dans un corps. Ce mythe n'est pas une description littérale, mais plutôt une allégorie qui aide à saisir des vérités immatérielles et complexes. Imaginez une âme semblable à un attelage, composée de 2 chevaux ailés et menée par un aurige. L'aurige symbolise la raison, le logos, cette partie de l'âme qui aspire à la vérité, à la sagesse, et qui gouverne ses autres parties. L'un des chevaux, blanc et de noble race, symbolise les élans vertueux de l'âme, le cœur, le thumos, tels que l'honneur, le courage, le désir de vaincre, le sens de la honte, la fierté. C'est la partie qui tend naturellement vers le bien et le beau. L'autre cheval, noir et rétif, symbolise les désirs inférieurs et sensuels, les appétits, l'épithumia, tels que la faim, la soif, les pulsions sexuelles, la satisfaction du corps. Ce cheval tire constamment l'attelage vers le bas, vers les plaisirs terrestres. Les âmes des dieux, avec leurs auriges et leurs chevaux parfaits, sont capables de diriger aisément leurs attelages et séjournent en permanence dans la sphère céleste, où elles contemplent les idées pures et parfaites. Elles décrivent des cercles dans les cieux, s'élevant de temps à autre jusqu'au sommet du ciel, pour voir ce qui se trouve au-delà du ciel, c'est-à-dire le monde des idées. C'est le lieu où existent les essences véritables, immuables, incolores, sans forme, insaisissables, visibles uniquement par la raison. Les âmes humaines, avec leurs chevaux plus complexes et pas toujours dociles, tentent également de suivre les dieux. Cependant, en raison de la lutte constante entre le cheval noble et le cheval rétif, il est très difficile pour les âmes humaines de s'élever jusqu'au sommet du ciel et de contempler pleinement les idées. Seules quelques âmes, celles qui ont un aurige fort, c'est-à-dire une raison développée, et des chevaux bien dressés, peuvent s'élever un instant et apercevoir ne serait-ce qu'une partie de la réalité vraie. Les autres, en revanche, chutent, car le cheval noir l'emporte et les tire vers le bas, ou parce qu'elles ne peuvent se maintenir à la hauteur des dieux. Pendant cette contemplation céleste, l'âme qui a pu ne serait-ce que partiellement voir les idées, se gorge de la connaissance de l'être véritable. Elle voit l'idée de la beauté en soi, l'idée de la justice, l'idée du bien. Ce n'est pas une simple perception visuelle, mais une saisie intellectuelle de l'essence. Lorsque l'âme, par son incapacité ou la désobéissance de ses chevaux, perd ses ailes et tombe sur la terre, elle s'incarne dans un corps. Ce moment de l'incarnation s'accompagne de l'oubli de ce qu'elle a vu dans la sphère céleste. La connaissance des idées qu'elle possédait devient voilée, tel un trésor profondément enfoui. Selon la quantité d'idées que l'âme a pu voir dans son vol céleste, elle s'incarne dans le corps d'un philosophe, d'un roi, d'un poète, d'un artisan, etc. L'âme du philosophe, par exemple, est celle qui a vu le plus grand nombre d'idées. C'est pourquoi sa vie terrestre sera la plus propice à la réminiscence. Ce mythe souligne plusieurs points clés. La préexistence de l'âme.
l'âme existait avant la naissance et a eu sa propre expérience dans un monde non physique. L'accès direct aux idées. Avant l'incarnation, l'âme avait la possibilité de contempler directement les idées, ce qui rend ce savoir inné. L'oubli lors de l'incarnation. La naissance entraîne l'oubli, mais non la destruction complète du savoir. La hiérarchie des âmes. Différentes âmes ont vu un nombre différent d'idées, ce qui influence leurs inclinations et leurs capacités dans la vie terrestre. Ainsi, le mythe de l'Aurige nous offre une explication imagée et éclatante de la manière dont l'âme a acquis sa connaissance des idées avant son incarnation. Il rend l'idée d'anamnèse plus tangible et compréhensible, la présentant non pas comme une simple hypothèse philosophique, mais comme une partie du voyage cosmique de l'âme. Le Phèdre ne nous raconte pas seulement le voyage passé de l'âme, mais il propose aussi un mécanisme qui peut l'aider à se remémorer ce qu'elle a vu. Et ce mécanisme n'est autre que l'amour érotique, ou éros. Il est essentiel de comprendre que pour Platon, l'éros n'est pas une simple passion physique, bien que celle-ci en soit la manifestation la plus basse. L'éros platonicien est une aspiration profonde et globale de l'âme vers la beauté, vers le bien, et en fin de compte, vers la vérité. C'est une force motrice puissante, capable d'élever l'âme du terrestre au divin. Platon explique que lorsque l'âme, qui a jadis contemplé l'idée de la beauté dans la sphère céleste, s'incarne dans un corps, elle oublie cette contemplation. Cependant, lorsqu'elle est confrontée à la beauté dans le monde sensible, par exemple une belle personne, une œuvre d'art, un paysage magnifique, cela sert de catalyseur à la réminiscence. Imaginez que la beauté est l'étincelle qui allume la flamme d'un souvenir longtemps oublié. Lorsque nous voyons quelque chose d'extraordinairement beau, nous ne ressentons pas seulement un plaisir esthétique, mais un profond bouleversement intérieur, un frisson, une admiration. Platon décrit cette sensation comme « la poussée des ailes de l'âme ». Ce n'est pas un hasard, car l'âme, qui a perdu ses ailes en chutant sur la terre, commence à sentir leur régénération lorsqu'elle est stimulée par la beauté. Pourquoi la beauté a-t-elle un tel pouvoir? Platon affirme que de toutes les idées que l'âme a contemplées dans les cieux, l'idée de la beauté était la plus éclatante et la plus accessible à sa saisie. C'est pourquoi, lorsque l'âme rencontre son écho dans le monde terrestre, cet écho se révèle être le stimulant le plus puissant pour la réminiscence. La beauté sensible, bien qu'imparfaite, est le reflet le plus direct et le plus accessible de la beauté idéale et divine. Le processus de réminiscence par l'éros se déroule par étapes, comme une ascension. C'est l'attrait initial pour la beauté physique. L'individu est d'abord captivé par la beauté physique d'une seule personne. Cela éveille en lui le souvenir de l'idée de la beauté. La prise de conscience de la beauté en de nombreux corps. Puis, il commence à comprendre que la beauté existe en de nombreux corps, et que la beauté de l'âme est supérieure à celle du corps. Cela élargit sa compréhension de la beauté. La transition vers la beauté des âmes et des lois. Ensuite, l'éros l'oriente vers la beauté des âmes, des actions morales, des lois et des coutumes, qui sont plus stables et plus parfaites. L'aspiration à la beauté des savoirs. Puis, l'individu commence à apprécier la beauté des savoirs, des sciences et des idées. Enfin, la saisie de l'idée même de la beauté, au plus haut degré de cette échelle, l'âme, élevée par l'éros, est capable de se remémorer et de contempler directement l'idée même de la beauté, l'essence éternelle, immuable et parfaite, qui est la source de toute beauté dans le monde. C'est le moment de la véritable illumination, lorsque l'âme retourne à son état originel de contemplation des idées. Ainsi, l'éros chez Platon n'est pas un simple sentiment, mais la force motrice qui pousse l'âme à la recherche philosophique, à la connaissance de la vérité. C'est une impulsion puissante qui permet à l'âme de s'élever au-dessus du monde sensible et de se remémorer son origine et son savoir divin. C'est une sorte d'aimant philosophique qui attire l'âme vers sa source véritable. Grâce à l'éros, l'homme ne se contente pas de se remémorer les idées, mais il purifie aussi son âme, la rendant meilleure et plus semblable aux idées divines. En conclusion,
Dans le dialogue du Phèdre, Platon non seulement approfondit notre compréhension de l'anamnèse à travers le mythe de l'Orige, mais il montre aussi comment ce processus peut être activé et intensifié par l'expérience humaine de l'amour érotique. Cela fait de l'anamnèse non plus un concept philosophique abstrait, mais une partie vivante et dynamique de l'existence humaine, liée aux aspirations les plus profondes de l'âme pour la beauté, la vérité et la perfection. C'est une invitation non seulement à penser, mais aussi à ressentir, en laissant la beauté du monde devenir le guide qui nous mène vers notre savoir intérieur et oublié. Nous avons cheminé à travers les profondeurs de la pensée platonicienne, de la genèse de l'idée d'anamnèse, jusqu'à ses manifestations dans les mythes et les arguments sur l'immortalité de l'âme. Maintenant que nous comprenons que la connaissance véritable réside déjà en nous, une question logique se pose. Comment pouvons-nous l'éveiller? Comment l'âme, immergée dans le corps et distraite par le monde sensible, peut-elle se remémorer son expérience originelle de la contemplation des idées? Platon propose plusieurs voies ou méthodes de réminiscence, chacune servant de guide à l'âme dans sa quête de la vérité. Ces méthodes ne sont pas de simples exercices intellectuels, mais des pratiques de vie qui nous permettent de nous élever au-dessus du quotidien et de nous approcher de la sphère de l'éternel. Si Platon parle de l'anamnèse comme d'une réminiscence, la dialectique est pour lui l'instrument principal de cette réminiscence. Imaginez que l'âme est un parchemin ancien, sur lequel toutes les vérités sont inscrites, mais ce parchemin est emmêlé, couvert de poussière et exige d'être méticuleusement déroulé. La dialectique est l'art de dérouler ce parchemin, de dévoiler progressivement la vérité, par une investigation rigoureuse et un jeu de questions. La dialectique chez Platon n'est pas simplement l'habileté à débattre. C'est l'art de mener un dialogue philosophique fondé sur un questionnement constant, l'analyse des réponses, la mise en évidence des contradictions et la clarification des concepts. Son but n'est pas de remporter une joute verbale, mais une recherche commune de la vérité. Socrate, le maître de Platon, était le maître de la dialectique, et Platon, dans ses dialogues, en fait une démonstration parfaite. Rappelez-vous l'expérience avec le jeune esclave dans le Ménon. Socrate n'a pas donné de réponse toute faite au garçon. Il n'a fait que poser des questions qui l'ont forcé à réfléchir, à revoir ses erreurs, à prendre conscience de son ignorance, puis, pas, à parvenir à la juste compréhension. Telle est l'essence de la dialectique, elle aide l'âme à se détourner des perceptions sensibles pour se tourner vers les idées. Comment cela fonctionne-t-il? Le point de départ, les jugements sensibles. La dialectique commence souvent par la discussion de notions quotidiennes, ou de jugements sensibles. Par exemple, nous pouvons commencer par discuter de ce que nous considérons comme juste dans la vie de tous les jours. La mise en évidence des contradictions et des imperfections. Par un jeu de questions telles que « Qu'est-ce que la justice? Est-ce toujours juste? Quelles sont les exceptions ?» Le dialecticien aide son interlocuteur à révéler les imperfections, les contradictions et les limites de ses conceptions initiales, qui se fondent sur l'expérience sensible ou les opinions communes. C'est comme mettre à nu les fausses croyances qui empêchent de voir la vérité. L'élévation au-dessus du sensible. Ayant pris conscience que les exemples sensibles ne donnent pas une compréhension complète et universelle, l'âme commence à chercher quelque chose de plus stable et de plus parfait. Elle commence à se détourner du monde, changeant des phénomènes. L'orientation vers les concepts universels. La dialectique conduit progressivement l'esprit vers des concepts plus abstraits et universels. Nous cessons de parler d'un acte juste particulier pour commencer à méditer sur la justice en soi, la réminiscence des idées. Ce processus d'ascension intellectuelle aide l'âme à se remémorer les idées parfaites, qui sont la source de vérité pour toutes les manifestations sensibles. Ce n'est pas une simple compréhension intellectuelle, mais une saisie intuitive qui s'accompagne d'un sentiment d'illumination, de reconnaissance. La dialectique est une méthode qui exige une grande activité de l'esprit. Elle nous contraint non pas à recevoir passivement l'information, mais à réfléchir activement, à analyser
à synthétiser. C'est comme un voyage en montagne, où chaque pas vers le sommet ouvre des perspectives nouvelles et plus vastes. Chaque dialogue réussi, où les interlocuteurs parviennent véritablement au fond des choses, est un acte d'anamnèse collective. Platon considérait que seule la dialectique permet aux philosophes de s'élever jusqu'aux idées les plus hautes, notamment l'idée du bien, qui est la source de toute connaissance et de tout être. La dialectique est la science suprême, qui donne la possibilité de voir l'interconnexion de toutes les idées, leur structure harmonieuse. Elle est la lumière qui dissipe les ombres du monde sensible et permet à l'âme de voir le véritable soleil de la vérité. De plus, la dialectique aide l'âme à se purifier des opinions fausses et des préjugés qu'elle accumule, en étant dans le corps et en interagissant avec le monde sensible. Cette purification permet à l'âme de devenir plus réceptive aux vérités éternelles. Elle ne fait pas que se souvenir, elle se libère aussi de ses illusions. Cette méthode est fondamentale pour comprendre l'éducation platonicienne. Elle ne consiste pas à remplir de vases vides avec du savoir, mais à guider l'âme pour qu'elle trouve par elle-même le chemin vers la vérité qui est déjà en elle. C'est comme montrer la direction à un voyageur qui s'est égaré mais qui possède une carte. Il doit parcourir le chemin lui-même, mais il a besoin d'une orientation. C'est précisément pourquoi Platon croyait que les vrais philosophes devaient gouverner l'État, car seuls eux ayant saisi l'idée du bien par la dialectique, sont capables de voir la véritable justice et de diriger la société vers son bien véritable. Ainsi, la dialectique est bien plus qu'une simple conversation. C'est un voyage intellectuel et intentionnel, qui exige de la patience, de la logique et une aspiration à la vérité. Elle est le pont qui relie notre expérience terrestre et sensible au monde éternel des idées, permettant à l'âme de se souvenir de son origine véritable et de révéler son potentiel infini. C'est un instrument puissant qui transforme l'ignorance en savoir et le doute en illumination. Poursuivant notre voyage à travers les méthodes de l'anamnèse, nous abordons un autre aspect crucial de la pensée platonicienne, le rôle de l'éducation et de la formation de l'âme. Pour Platon, l'éducation n'est pas une simple transmission d'informations ou un ensemble de compétences. C'est un processus bien plus profond dont le but est d'orienter l'âme humaine vers la vérité, vers la connaissance de l'idée du bien. Imaginez l'éducation comme l'art délicat du jardinage. On ne peut se contenter de jeter des graines et d'attendre la récolte. Il faut préparer le sol, assurer la lumière et l'eau, tailler avec soin ce qui est superflu afin que la plante puisse croître dans la bonne direction et donner de bons fruits. Il en va de même pour l'âme. Elle a besoin d'une formation adéquate pour révéler son potentiel de réminiscence. Platon croyait que la véritable éducation devait être un processus de conversion de l'âme, la faisant passer des ombres du monde sensible à la lumière des idées. Il illustre cela de manière éclatante dans sa célèbre allégorie de la caverne, tirée du dialogue de La République. Rappelez-vous comment les prisonniers, qui n'ont vu toute leur vie que des ombres sur la paroi de la caverne, s'habituent progressivement à la lumière lorsqu'on les fait sortir. Cette sortie, cette accoutumance graduelle à l'éclat du vrai soleil, est la métaphore d'une éducation appropriée. Quel rôle une éducation adéquate joue-t-elle dans l'orientation de l'âme vers la connaissance véritable? Le détournement du monde sensible. Le monde de l'expérience sensible, bien qu'important pour la vie quotidienne, est pour Platon la source d'opinions changeantes, et non de la connaissance véritable. L'éducation doit aider l'individu à se détourner d'une dépendance excessive aux perceptions sensibles, qui peuvent distraire et déformer la réalité. Cela ne signifie pas ignorer le monde sensible, mais plutôt le positionner correctement, comme une source d'indices menant aux idées, et non comme les idées elles-mêmes. Le développement des facultés intellectuelles. L'éducation doit développer les facultés intellectuelles de l'âme, sa capacité de raisonnement logique, d'abstraction, d'analyse et de synthèse. Cela s'accomplit par l'étude de sciences qui, en apparence, n'ont pas de rapport direct avec les idées, mais qui sont d'excellents exercices pour l'esprit. Platon soulignait particulièrement l'importance de l'arithmétique et la géométrie.
Ces sciences forcent l'esprit à travailler avec des concepts abstraits, nombres, figures, qui n'existent pas sous une forme parfaite dans le monde sensible. Lorsque nous considérons un triangle parfait ou un cercle parfait, nous ne les voyons pas avec nos yeux. Nous les voyons avec notre esprit. Cela contraint l'âme à se remémorer les idées parfaites de ces objets mathématiques qu'elle connaissait déjà. Elles sont le pont entre le monde sensible et le monde intelligible. L'astronomie, l'étude du mouvement des corps célestes, bien qu'elle semble empirique, doit, selon Platon, inciter l'esprit à chercher l'harmonie mathématique et l'ordre qui sous-tendent le cosmos, et non à se contenter d'observer les étoiles. La musique, avec son harmonie et son rythme, a le pouvoir de mettre de l'ordre dans l'âme, de développer son sens esthétique et de l'accorder à la perception de l'harmonie cosmique des idées. Elle éveille le sens de la mesure et de la proportion. La formation morale. L'éducation chez Platon est inséparable de la formation morale. Pour que l'âme puisse se remémorer les idées, en particulier l'idée du bien, elle doit être pure et vertueuse. Un mode de vie immoral, une complaisance excessive dans les désirs sensibles, obscurcit l'esprit et détourne l'âme de sa véritable vocation. C'est pourquoi l'éducation aux vertus, le courage, la tempérance, la justice est une partie intégrante du processus éducatif qui aide l'âme à se concentrer sur les valeurs supérieures. C'est comme nettoyer les fenêtres pour que la lumière puisse pénétrer librement à l'intérieur. L'orientation vers la dialectique. En fin de compte, toutes ces étapes de l'éducation préparent l'âme à la méthode de connaissance la plus élevée, la dialectique. Ce n'est qu'une fois que l'esprit est entraîné par les sciences abstraites et que l'âme est moralement purifiée, qu'elle est prête pour l'investigation philosophique qui lui permet de se remémorer directement les idées et de saisir leur interconnexion. La dialectique est le sommet du processus éducatif, le point final où l'âme atteint la connaissance véritable. Platon considérait que l'éducation ne devait pas être une contrainte, mais un processus volontaire sous la direction de mentors expérimentés. Elle doit commencer dès l'enfance et, progressivement, pas à pas, élever l'âme vers des niveaux de compréhension plus complexes. Il ne s'agit pas d'introduire du savoir dans l'âme, mais de déployer ses capacités innées. Comme le sculpteur qui libère la forme de la pierre brute, l'éducateur aide l'âme à se libérer des chaînes de l'ignorance et à révéler sa nature véritable. Ainsi, une éducation appropriée est, pour Platon, d'une importance vitale pour l'activation de l'anamnèse. Elle crée les conditions dans lesquelles l'âme peut se détourner des facteurs de distraction du monde sensible, développer ses capacités intellectuelles et morales, et enfin, retourner à la contemplation des idées éternelles, qui sont la source de la connaissance authentique. Sans une telle formation intentionnelle, l'âme risque de rester prisonnière des illusions et de ne jamais révéler son véritable potentiel. L'éducation, par conséquent, n'est pas une simple transmission de faits, mais l'art de guider l'âme vers sa propre illumination. Après la logique rigoureuse de la dialectique et la systématique de l'éducation, nous nous tournons vers une méthode de réminiscence plus sublime et émotionnelle, moins à travers l'art et la beauté. Ce thème, comme nous l'avons déjà vu dans le Phèdre, est l'un des plus chers à Platon. Imaginez que vous vous tenez devant une œuvre d'art, ou que vous contemplez la majesté de la nature, et que vous sentez votre cœur battre plus vite, tandis que votre âme éprouve une aspiration indicible vers quelque chose de plus élevé. C'est précisément le moment où la beauté devient le catalyseur de l'anamnèse. Platon, bien que prudent à l'égard de l'art imitatif qui ne fait que copier le monde sensible, reconnaissait l'influence puissante de la beauté en tant que telle. Pour lui, la beauté n'est pas seulement une sensation subjective ou la propriété d'un objet. L'idée de la beauté est une essence éternelle, parfaite et objective dans le monde des idées, la source de toute la beauté que nous voyons dans le monde. Lorsque nous rencontrons la beauté dans le monde sensible, que ce soit une mélodie sublime, un temple majestueux, une danse harmonieuse ou le visage magnifique de quelqu'un, cela ne nous procure pas un simple plaisir. Selon Platon, ces manifestations terrestres de la beauté, bien qu'imparfaites,
sont les reflets ou les ombres de cette idée parfaite de la beauté que notre âme a contemplée avant son incarnation. C'est comme entendre l'écho lointain d'une mélodie que l'on a jadis connue par cœur. Comment la rencontre avec la beauté sert-elle précisément de catalyseur à la réminiscence? L'éveil de l'âme, la beauté possède la capacité unique de toucher l'âme à un niveau profond. Elle ne provoque pas une simple compréhension intellectuelle, mais une résonance émotionnelle, un frisson, un émerveillement. Ce sentiment est le signe que l'âme reconnaît, quelque chose qui lui est apparenté, quelque chose qui appartient à son expérience originelle. C'est comme une légère impulsion qui éveille des souvenirs endormis. L'indice de la perfection, aucune beauté terrestre n'est absolue. Cependant, sa capacité à susciter en nous un sentiment si profond indique l'existence de quelque chose de parfait, vers quoi elle tend. Lorsque nous voyons une belle personne, nous ne voyons pas simplement ses traits physiques. Nous sentons qu'elle est le reflet de quelque chose de plus grand, de plus idéal. C'est un indice qui dirige notre regard au-delà du visible. L'orientation vers l'idée de la beauté. Grâce à cette reconnaissance et à cet indice, l'âme commence à aspirer à la source de cette beauté, à l'idée même de la beauté. Cela se produit à travers le processus décrit dans Le banquet et le Phèdre, comme l'échelle de l'amour, Héros. En commençant par l'amour pour la beauté physique, l'âme s'élève progressivement vers l'amour de la beauté des âmes, de la beauté des lois, de la beauté des savoirs et, enfin vers la contemplation directe de l'idée de la beauté, qui est éternelle et immuable. Cette ascension est un processus actif de réminiscence. La purification et l'élévation. Lorsque l'âme aspire à l'idée de la beauté, elle se purifie simultanément de ses passions inférieures et sensibles. La beauté l'aide à se libérer de la dépendance au corps et à diriger son énergie vers des aspirations plus hautes et spirituelles. C'est comme un puissant tourbillon qui soulève les feuilles de la terre vers le ciel. Ainsi, l'art et la beauté ne sont pas de simples catégories esthétiques, mais de puissants instruments philosophiques pour l'anamnèse. Ils ne sont pas la source de la vérité, mais ils sont une mesure de la vérité, aidant l'âme à reconnaître son savoir perdu. À travers la beauté, nous ressentons un lien avec un monde supérieur, nous nous souvenons de notre origine divine, et nous sommes inspirés pour la quête philosophique. Cela confirme que le chemin vers la connaissance ne passe pas toujours par la logique sèche. Il peut aussi être rempli d'inspiration, d'émerveillement et d'une profonde expérience émotionnelle qui nous conduit à la vérité qui vit déjà en nous. Ces trois méthodes, la dialectique, l'éducation et la beauté, ne s'excluent pas mutuellement, elles se complètent. La dialectique fournit le chemin logique, l'éducation prépare l'esprit, et la beauté éveille l'âme et lui indique la direction. Ensemble, elles forment un système cohérent qui permet à l'âme humaine de parcourir le chemin de l'ignorance à la connaissance véritable, du sensible à l'intelligible, de l'oubli à la profonde réminiscence. Cela démontre la foi de Platon dans le potentiel infini de l'âme humaine et sa capacité innée à saisir les vérités universelles. N'est-il pas merveilleux de penser qu'à l'intérieur de chacun de nous se trouve déjà un immense réservoir de savoir, n'attendant que d'être éveillé? Nous avons exploré les origines de l'anamnèse, sa place dans la philosophie platonicienne et les méthodes par lesquelles l'âme peut éveiller son savoir oublié. Le moment est maintenant venu de marquer une pause et de méditer sur la signification que ce concept revêtait pour Platon et sur les conséquences qu'il a eues pour le développement ultérieur de la pensée philosophique. L'anamnèse n'est pas une simple idée intéressante. C'est une pierre angulaire qui soutient toute l'architecture de la vision du monde platonicienne et qui a de profondes résonances en épistémologie, en métaphysique et en éthique. Imaginez que l'anamnèse est une clé maîtresse qui n'ouvre pas une seule porte, mais plusieurs à la fois, sur la compréhension de l'être. La première et la plus évidente signification de l'anamnèse réside dans ses conséquences épistémologiques. L'épistémologie est la branche de la philosophie qui étudie la nature, l'origine et les limites de la connaissance. Avant Platon, la question « Comment savons-nous ce que nous savons » était l'une des plus ardues.
La perception des sens était peu fiable, et la pensée pure semblait incapable de créer du savoir à partir de rien. L'anamnèse offre à Platon une solution de génie à la question de savoir comment nous acquérons une connaissance au-delà de l'observation empirique. L'explication des idées innées. L'anamnèse répond à la question de savoir pourquoi nous possédons certaines vérités universelles et nécessaires qui ne peuvent être entièrement déduites de l'expérience sensible. Il s'agit par exemple des vérités mathématiques, 2 plus 2 est égal à 4, les propriétés du triangle, des principes logiques, le principe de non-contradiction, ou même de concepts moraux universels, ce qu'est la justice, le bien. Nous ne rencontrons jamais de triangle parfait ou de justice absolue dans le monde physique. Pourtant, nous comprenons ces concepts et pouvons porter des jugements à leur sujet. L'anamnèse explique cela comme un savoir inné que l'âme se remémore, et non qu'elle acquiert de l'extérieur. Il fait partie d'elle-même, de son état originel. Le dépassement du paradoxe de Ménon. Comme nous l'avons déjà examiné en détail, l'anamnèse répond directement au paradoxe de la recherche. Si la connaissance est une réminiscence, alors nous ne cherchons pas quelque chose d'absolument inconnu, puisque l'âme le sait déjà, et nous ne cherchons pas ce que nous savons déjà pleinement, puisque le savoir est oublié et nécessite d'être éveillé. Ainsi, le processus de connaissance devient non pas absurde, mais tout à fait possible et sensé. La distinction entre savoir et opinion, l'anamnèse souligne la distinction fondamentale entre la connaissance véritable et l'opinion changeante. Si l'opinion est fondée sur l'expérience sensible inconstante, le savoir, qui est la réminiscence des idées, est stable, universel et objectif. Cela permet à Platon de fonder la possibilité d'atteindre une vérité absolue, qui ne dépend pas de la perception individuelle ou des particularités culturelles. Le rôle actif du sujet connaissant, l'anamnèse, confère un poids immense à l'activité intérieure de celui qui connaît. Le savoir n'est pas versé dans une âme passive, mais extrait d'elle. Cela fait du processus d'apprentissage une découverte autonome, et non une simple mémorisation. Le philosophe ou l'enseignant devient non pas celui qui donne le savoir, mais celui qui aide l'âme à l'enfanter d'elle-même, la maïeutique socratique. Cela confère au processus d'apprentissage un sens profondément personnel et stimule la connaissance de soi. Ainsi, d'un point de vue épistémologique, l'anamnèse résout plusieurs problèmes clés concernant la nature de la connaissance. Elle explique l'origine des vérités universelles, fonde la possibilité de la connaissance et souligne le rôle actif et intérieur de l'âme dans ce processus. Cela change radicalement la perspective sur l'apprentissage, le transformant d'une simple accumulation d'informations en un chemin vers la connaissance de soi et l'éveil d'une sagesse innée. Outre ses conséquences épistémologiques, l'anamnèse a de profondes implications métaphysiques. La métaphysique est la branche de la philosophie qui étudie la nature de l'être, de la réalité. L'anamnèse n'explique pas seulement comment nous savons, elle confirme également la nature de ce que nous savons et ce qui existe réellement. Elle renforce la réalité du monde des idées. Si nous pouvons nous remémorer les idées, cela signifie que ces idées existent réellement en tant qu'essence objective, indépendamment de notre perception. L'anamnèse est une sorte de preuve de l'existence du monde des idées, car elle explique d'où nous tenons notre connaissance de ces formes parfaites. Elles ne sont pas le fruit de notre imagination ou d'une abstraction, elles sont le fondement réel de tout ce qui existe. Ce ne sont pas de simples représentations, mais l'être supérieur auquel notre âme a accès. Elle confirme l'immortalité et la préexistence de l'âme. Comme nous l'avons vu dans le Phédon, l'anamnèse est l'un des arguments principaux de Platon en faveur de l'immortalité de l'âme. Si l'âme se remémore un savoir, elle a dû l'acquérir avant sa naissance, ce qui signifie qu'elle existait avant son incarnation dans un corps. Et si elle avait accès aux idées éternelles, sa propre nature est éternelle et indestructible. Cela élève l'âme à un niveau qui transcende le matériel, faisant d'elle une partie du monde divin et intelligible. La mort du corps devient alors non pas une fin, mais une libération, un retour de l'âme à son état véritable, et à la possibilité d'une contemplation pleine et entière des idées.
Elle souligne le dualisme de l'âme et du corps. L'anamnèse accentue le dualisme platonicien, la distinction entre l'âme et le corps. Le corps est matériel, mortel, source de contraintes et d'oubli. L'âme, quant à elle, est immatérielle, immortelle, source de raison et de savoir. Leur union est temporaire, et leurs natures sont fondamentalement différentes. Cela a des conséquences importantes pour la compréhension de la nature humaine et de notre destinée. Nous ne sommes pas de simples corps, mais des âmes immortelles, temporairement emprisonnées dans le monde matériel. Ainsi, les conséquences métaphysiques de l'anamnèse sont immenses. Elle ne se contente pas de fonder l'existence d'un autre monde supérieur, celui des idées, mais elle élève également l'âme humaine au rang d'une essence éternelle et divine qui possède un lien direct avec cette réalité supérieure. Cela ouvre les portes à une compréhension profonde de la nature de l'être et de la place de l'homme en son sein. Outre les conséquences épistémologiques et métaphysiques, l'anamnèse a également de profondes implications éthiques. L'éthique est la branche de la philosophie qui étudie les valeurs morales et le comportement. Platon liait étroitement la connaissance à la vertu, affirmant que « nul n'est méchant volontairement ». Par conséquent, si le savoir est une réminiscence, alors la vertu aussi peut être remémorée, en comprenant l'idée du bien. La vertu en tant que savoir, pour Platon, la vertu véritable n'est pas la simple observance de règles ou de bonnes habitudes. C'est un savoir, la connaissance de ce qu'est le bien authentique. Si une personne sait réellement ce qu'est la justice, le courage, la tempérance, elle agira en conséquence. L'anamnèse suppose que l'idée de la vertu, comme les autres idées, est déjà inscrite dans notre âme. Nous n'apprenons pas la morale à partir de zéro. Nous nous la remémorons en saisissant les principes moraux universels. L'atteinte de l'idée du bien, la plus haute de toutes les idées pour Platon, est l'idée du bien. Elle est la source de tout ce qui est vrai, beau et bon. La connaissance de l'idée du bien est le plus haut degré du savoir, et cette connaissance est la condition indispensable à une vie vertueuse. Si le philosophe, par la dialectique et d'autres méthodes, se remémore l'idée du bien, il ne peut s'empêcher d'agir en accord avec elle. Il voit ce qui est véritablement bon pour lui-même, pour les autres et pour la société. La responsabilité du choix moral, si la connaissance du bien est déjà en nous, cela nous investit d'une certaine responsabilité. Notre tâche n'est pas de chercher le bien à l'extérieur, mais de l'éveiller en nous. Le crime et l'immoralité, selon Platon, naissent non pas d'une intention malveillante, mais de l'ignorance, de l'oubli de l'idée du bien. Celui qui commet le mal ne sait tout simplement pas ce qu'est le bien véritable, ou son âme est obscurcie par les passions et détournée de la vision authentique. La possibilité du perfectionnement moral, le concept d'anamnèse offre l'espoir d'un perfectionnement moral. Cela signifie que chaque personne, ayant en son âme l'idée du bien, peut potentiellement devenir vertueuse. Ce n'est pas une question d'intervention divine ou de hasard, mais le résultat d'efforts conscients, orientés vers la connaissance de soi et la réminiscence. L'éducation et l'investigation philosophique, comme nous l'avons vu, sont des instruments éthiques qui aident l'âme à se purifier et à se remémorer l'idée du bien, et donc à devenir vertueuse. Ainsi, les conséquences éthiques de l'anamnèse s'entrelacent intimement avec ses aspects épistémologiques et métaphysiques. Elle crée un lien solide entre la connaissance et la vertu, affirmant que le chemin vers une vie morale passe par le chemin vers la connaissance véritable, qui se trouve déjà à l'intérieur de nous. Cela fait de l'éthique non pas un simple ensemble de règles, mais un processus profond et intérieur de connaissance de soi et de perfectionnement de soi. L'influence de l'anamnèse et de la philosophie platonicienne en général est incommensurable. C'est comme un fleuve puissant qui prend sa source dans la Grèce antique et se ramifie en d'innombrables courants, irriguant des visions du monde entières au fil des siècles. L'idée de réminiscence a trouvé son écho dans de nombreuses écoles philosophiques et courants religieux, se transformant et s'adaptant à de nouveaux contextes. Le néoplatonisme,
C'est sans doute sur le néoplatonisme que l'anamnèse a eu l'influence la plus directe et immédiate. Ce courant philosophique, apparu au IIIe siècle de notre ère, fut l'un des mouvements les plus influents de l'Antiquité tardive. Des philosophes tels que Plotin ont développé le concept platonicien de l'âme, de sa chute et de son ascension vers l'un. Chez Plotin comme chez Platon, l'âme aspire à retourner à sa source originelle, à l'un, qui est l'analogue de l'idée du bien platonicienne. Le processus de connaissance et de retour de l'âme à l'un était en grande partie compris comme une réminiscence de son affinité avec le divin. Plotin considère ce processus comme une ascension du monde sensible au monde intellectuel, et de là, à une union mystique avec l'un. Pour lui, le savoir n'est pas quelque chose d'extérieur, mais le dévoilement d'une étincelle divine intérieure à l'âme, qui se remémore son appartenance à l'un. La pensée paléochrétienne, par exemple saint Augustin, le platonisme, et en particulier l'idée d'anamnèse, a eu une influence considérable sur la formation de la théologie paléochrétienne. L'un des penseurs chrétiens les plus éminents, Augustin d'Hippone, a été largement façonné par le platonisme et le néoplatonisme avant sa conversion au christianisme, ce qui a laissé une empreinte profonde sur sa théologie. Augustin, à l'instar de Platon, croyait que la connaissance véritable de Dieu et des vérités morales ne pouvait être entièrement obtenue par la seule expérience sensible. Il a remplacé les idées platoniciennes par les idées divines qui existent dans l'Esprit de Dieu. Quand l'homme connaît la vérité, il ne se remémore pas une vie antérieure comme chez Platon, mais il se produit un processus d'illumination divine. Dieu éclaire l'esprit de l'homme lui permettant de saisir les vérités éternelles qui font partie de sa raison éternelle. C'est une version en quelque sorte christianisée de l'anamnèse. La vérité n'est pas créée par nous, elle est innée, non pas parce que nous l'avons vue auparavant, mais parce que Dieu l'a placée en nous, ou illumine notre esprit. Augustin a également souligné la quête intérieure de la vérité, affirmant que Dieu est plus proche de nous que nous ne le sommes de nous-mêmes, et que la vérité se trouve dans les profondeurs de notre âme. Cela fait écho à l'idée platonicienne que le savoir est déjà à l'intérieur. La philosophie médiévale, l'influence de Platon, à travers le néoplatonisme et Augustin, est perceptible tout au long du Moyen Âge. L'idée que l'âme a accès à des vérités éternelles, qui sont la source du savoir divin, est devenue fondamentale pour de nombreux philosophes scolastiques. Bien que l'accent se soit déplacé de la réminiscence à l'illumination divine ou aux idées innées, l'idée platonicienne originelle d'une source intérieure de la connaissance est restée vivante. La Renaissance et le début des temps modernes, la Renaissance a vu une résurgence de l'intérêt pour Platon, et l'idée d'anamnèse a de nouveau gagné en popularité parmi les humanistes. Au XVIIe siècle, des philosophes rationalistes tels que René Descartes et Gottfried Wilhelm Leibniz ont renouvelé l'idée des idées innées. Descartes croyait que certaines idées, comme l'idée de Dieu, l'idée de la perfection, l'idée de l'infini ou même les axiomes mathématiques, sont innées et ne peuvent être tirées de l'expérience. Cela est très similaire à l'idée platonicienne que l'âme possède déjà ce savoir. Bien que Descartes ne parlât pas de réminiscence de vies antérieures, son concept d'idées innées est un descendant direct de l'anamnèse platonicienne. Leibniz affirmait également que l'esprit n'est pas une table rase, mais qu'il contient en lui des principes et des idées innées sous une forme latente, potentielle. Apprendre, selon lui, consiste à actualiser ce savoir potentiel. Il utilisait la métaphore d'un bloc de marbre dont les veines prédéterminent déjà la forme que le sculpteur lui donnera. Cela rappelle fortement l'anamnèse, où l'expérience extérieure ne fait qu'éveiller ce qui est déjà à l'intérieur. La philosophie contemporaine et les sciences cognitives. Même dans la philosophie contemporaine et les sciences cognitives, on peut trouver des échos de l'idée d'anamnèse, bien que dans un contexte très différent. Par exemple, certains linguistes et psychologues cognitifs, comme Noam Chomsky, proposent l'idée d'une grammaire universelle innée. Ils soutiennent que si les enfants acquièrent le langage si rapidement et facilement,
c'est parce qu'ils naissent déjà avec certaines structures innées qui guident l'apprentissage du langage, plutôt que de l'apprendre simplement de manière empirique. Cela rappelle l'anamnèse, où un certain savoir est inné et seulement activé par l'expérience extérieure. L'idée de connaissance intuitive, présente chez de nombreux philosophes, a également des traits communs avec l'anamnèse. Lorsque nous voyons soudainement la solution d'un problème, ou que nous saisissons une vérité sans étape logique apparente, cela peut être interprété comme une forme de réminiscence intérieure ou d'activation d'un savoir inné. Ainsi, l'idée d'anamnèse s'est révélée extraordinairement féconde et durable. Elle a traversé les siècles, se modifiant et s'adaptant à de nouveaux systèmes philosophiques et religieux, mais en conservant toujours son essence centrale, l'idée que la connaissance véritable est intérieure, et non extérieure, et que l'âme possède en elle le potentiel de son propre éveil. Cela rend la philosophie de Platon extrêmement pertinente, même dans le monde contemporain, nous incitant à réfléchir sur les sources de notre savoir et sur les profondeurs de notre propre conscience. Nous avons parcouru un chemin considérable, en nous immergeant dans les profondeurs du concept platonicien de l'anamnèse, de ses origines à ses justifications et ses conséquences profondes. Cependant, comme toute idée philosophique majeure, l'anamnèse n'est ni statique ni univoque. Au fil des siècles, elle a fait l'objet d'interprétations diverses et de critiques sévères. Imaginez une idée philosophique comme une pierre précieuse. Chaque facette reflète la lumière à sa manière, et sous des angles différents elle peut paraître tout à fait autre. C'est précisément ce qui se passe avec l'anamnèse, qui a été perçue et interprétée différemment, tant par les partisans que par les opposants de Platon. Lorsque Platon parle d'anamnèse, entendait-il une réminiscence littérale d'événements vécus par l'âme dans son existence antérieure au sein du monde des idées, ou s'agissait-il plutôt d'une capacité innée de l'âme à comprendre les vérités universelles? Cette question a engendré une multitude d'interprétations, et la réponse que l'on y apporte a des conséquences significatives pour la compréhension de toute la philosophie platonicienne. La réminiscence littérale, l'approche réincarnationniste, essence de l'interprétation. Cette approche soutient que Platon croyait véritablement en la transmigration des âmes, la métempsychose, et que l'anamnèse est une véritable remémoration de souvenirs spécifiques de la manière dont l'âme a vu les idées avant son incarnation dans un corps. En ce sens, notre esprit contiendrait une archive de connaissances provenant d'une existence antérieure et incorporelle. Argument en faveur. Cette interprétation s'appuie sur des textes tels que le mythe de l'Orige dans le Phèdre, où le vol de l'âme et sa contemplation des idées avant sa chute sont décrits en détail, et certains passages du Phédon, où Socrate parle explicitement d'un savoir acquis avant la naissance. L'expérience avec le jeune esclave dans le Ménon peut également être interprétée comme la démonstration d'une telle réminiscence littérale. Le garçon se souvient de ce qu'il savait déjà. Conséquence. Si tel est le cas, l'anamnèse est une doctrine mystique ou métaphysique qui exige la foi en la préexistence de l'âme et en son contact direct avec les idées. Cela confère au platonisme une forte dimension mystique et le relie aux croyances pythagoriciennes et orphiques. Problème possible. Cette interprétation peut sembler trop dépendante d'éléments mythologiques que Platon utilisait souvent à des fins illustratives plutôt que pour une description littérale. Elle soulève également la question de savoir pourquoi la plupart des gens ne se souviennent pas de leur vie antérieure et de leur contemplation des idées. La capacité innée, l'approche rationaliste. Essence de l'interprétation. Cette approche considère que l'anamnèse n'est pas un souvenir littéral, mais qu'elle indique plutôt une capacité innée, a priori, de l'esprit à saisir les vérités universelles et nécessaires. La connaissance des idées est intégrée à la structure de l'âme, non pas comme des souvenirs spécifiques, mais comme un potentiel de compréhension. Argument en faveur, les partisans de cette interprétation soulignent que Platon utilisait souvent les mythes comme des allégories, et non comme des affirmations dogmatiques. Ils mettent l'accent sur l'aspect rationnel du platonisme. La connaissance des vérités mathématiques, logiques et morales est universelle,
et ne dépend pas de l'expérience. L'esprit possède en lui certaines catégories ou structures qui lui permettent de former ses vérités. L'expérience du mais-non est alors interprétée non pas comme une réminiscence d'événements concrets, mais comme une activation de facultés intellectuelles innées. Conséquence, cette interprétation rend l'anamnèse plus terre-à-terre et moins mystique, la reliant aux idées innées des philosophes ultérieurs, par exemple Descartes, Leibniz. Elle se concentre sur la capacité de l'esprit à connaître par lui-même, indépendamment de l'expérience empirique. Problème possible. Certains critiques pourraient objecter qu'une telle interprétation ne tient pas pleinement compte des aspects mystiques et eschatologiques sur le destin de l'âme, qui sont clairement présents chez Platon. Elle n'explique pas non plus pourquoi ce savoir inné ne nous est pas toujours accessible. Une perspective synthétique. De nombreux chercheurs contemporains de Platon penchent vers l'idée que la vérité se situe quelque part entre les deux. Platon, peut-être, ne traçait pas de distinction claire entre le littéral et l'allégorique. Son objectif n'était pas tant d'exposer une théorie scientifique de la mémoire que de fonder l'objectivité du savoir et l'immortalité de l'âme. Les mythes lui servaient d'instruments pédagogiques et philosophiques puissants, permettant de saisir des vérités profondes qu'il est impossible d'exprimer pleinement par la seule logique sèche. Par conséquent, bien que la réminiscence littérale puisse faire partie de ses croyances, la signification centrale réside dans l'idée de la capacité innée de l'âme à saisir les idées, une capacité activée par certaines méthodes. Malgré sa profondeur et son influence, la théorie de l'anamnèse, comme toute autre doctrine philosophique, n'a pas échappé à la critique. Certaines objections sont fondamentales et touchent à l'essence même du système de Platon, tandis que d'autres concernent son application pratique ou ses justifications logiques. Le problème de la preuve de la préexistence de l'âme et du monde des idées. Essence de la critique. L'objection principale est que Platon, en substance, présuppose l'existence du monde des idées et de la préexistence de l'âme pour expliquer l'anamnèse, pour ensuite utiliser l'anamnèse comme preuve de l'existence du monde des idées et de l'immortalité de l'âme. Cela s'apparente à un argument circulaire, petitio principii. Il ne fournit pas de preuves indépendantes pour ses prémices fondamentales. Explication : les critiques soutiennent que Platon ne prouve pas que nous ne pourrions pas obtenir la connaissance des vérités universelles par d'autres moyens, par exemple par l'abstraction à partir de l'expérience sensible ou par des structures de pensée innées qui ne nécessitent pas de vie antérieure. L'explication insuffisante de l'oubli, essence de la critique. Si l'âme a véritablement contemplé les idées dans leur forme pure, pourquoi les oublie-t-elle lors de l'incarnation ? Et pourquoi ce processus de réminiscence est-il si complexe et si inégal d'une personne à l'autre ? Platon ne donne pas d'explication psychologique ou physiologique détaillée du mécanisme de l'oubli et de la remémoration ultérieure, au-delà de métaphores générales sur la chute de l'âme. Explication. Cette objection porte sur l'absence d'un mécanisme clair expliquant comment s'opère précisément la transition de la pleine connaissance à l'oubli, puis à la réminiscence progressive. Le manque de fondement empirique. Essence de la critique. La théorie de l'anamnèse n'est confirmée par aucune preuve empirique. Nous n'avons pas de souvenir conscient de vie antérieure ou de la contemplation des idées. Explication. Bien que Platon ne recherchât pas de preuves empiriques au sens moderne, les critiques d'un point de vue scientifique considèrent sa théorie comme de la pure spéculation. L'expérience avec le jeune esclave, bien que convaincante d'un point de vue philosophique, n'est pas une preuve scientifique. Le garçon aurait pu déduire la réponse par la logique et non par la réminiscence. Le problème du savoir désordonné, essence de la critique. Si l'âme possède déjà tout le savoir, pourquoi ne peut-elle pas simplement l'extraire sur demande ? Pourquoi des méthodes complexes comme la dialectique sont-elles nécessaires ? Et pourquoi le processus de connaissance est-il si ardu ? Si le savoir est déjà là, pourquoi se révèle-t-il si désordonné et inaccessible ? Explication. Cette objection concerne les difficultés pratiques de l'anamnèse et met en doute son efficacité en tant qu'explication universelle de la cognition.
Le caractère élitiste du savoir. Essence de la critique. La théorie de l'anamnèse peut conduire à un élitisme du savoir. Si la connaissance véritable n'est accessible qu'à ceux qui peuvent se remémorer les idées, par exemple les philosophes, qu'est-ce que cela signifie pour le reste de l'humanité? Cela peut être utilisé pour justifier une hiérarchie sociale où les savants sont supérieurs aux ignorants. Explication, c'est une objection éthique et sociale qui souligne le caractère potentiellement non démocratique de la théorie de Platon, bien que Platon lui-même n'ait peut-être pas visé une telle application. Les explications alternatives. Essence de la critique. De nombreux philosophes, par exemple Aristote les empiristes, proposent des explications alternatives à l'origine des concepts universels, qui ne nécessitent ni la préexistence de l'âme ni le monde des idées. Ils soutiennent que les idées abstraites peuvent être formées par abstraction, à partir de l'expérience sensible. Par exemple, nous voyons de nombreux arbres, et à partir d'eux nous formons le concept général d'arbre. Explication. Ces théories alternatives remettent en question la nécessité de l'anamnèse pour expliquer notre connaissance des universaux. Malgré ces objections critiques, il est important de se rappeler que Platon ne cherchait pas seulement à expliquer le phénomène de la connaissance, mais aussi à fonder l'existence d'une vérité et d'une morale objective dans un monde en perpétuel changement. Sa théorie de l'anamnèse faisait partie d'un système métaphysique grandiose qui tentait de donner un sens à l'existence humaine et à l'aspiration à la perfection. Elle nous force à réfléchir aux profondeurs de notre propre conscience et à nous demander s'il ne se cache pas en nous plus que ce que nous réalisons. En achevant notre voyage à travers le monde de l'anamnèse, nous pouvons voir que cette idée est bien plus qu'un concept archaïque. Elle continue de stimuler la réflexion sur la nature de la connaissance, de la mémoire, de la conscience et, en fin de compte, sur ce que signifie être humain. Elle invite chacun d'entre nous à regarder à l'intérieur de soi et à se demander « Y a-t-il là quelque chose que je sais déjà, mais que j'ai oublié ?» C'est une question qui, résonnant à travers les siècles, continue d'inspirer la quête philosophique et la connaissance de soi.